C'est à une discussion. Et pour animer la discussion, il y a le docteur Sarah Vibeck, euh, directrice de l'Agence de santé publique du Canada. Elle occupe ce rôle depuis 2022. Elle est chargée de fournir un leadership stratégique pour superviser et soutenir l'excellence scientifique, l'intégration science politique et la promotion de la science, et de redynamiser la vision et les capacités scientifiques en vue de renforcer la voie de la science à travers l'agence qu'elle dirige. Avant d'occuper ces fonctions, elle a occupé plusieurs fonctions au sein des instituts de recherche en santé du Canada pendant les 12 ans qu'elle y a passé, notamment en tant qu'ancienne directrice adjointe de l'Institut de la santé publique et des populations des IRSC, et plus récemment en tant que vice-présidente associée de la recherche et de la stratégie des IRSC. Sarah, bienvenue. Merci beaucoup, Tim. Et merci à la docteure Van Kerkhove. Cette semaine, nous avons célébré la journée internationale des femmes et des filles dans la science, et vous illustrez sur la scène mondiale ce que c'est que l'excellence pour les femmes et les filles en sciences. Et vous donnez l'exemple d'une carrière pour les femmes et les filles en sciences. La Van Kerkhove a montré qu'il y a plusieurs possibilités de lier le local à l'international pour le développement des protocoles, le partage des données, la création de tableaux de bord et les communications, la collaboration et les contributions scientifiques et appliquées en réponse pandémique, et le lancement des capacités et l'engagement communautaire. Plusieurs répondants vont intervenir, David Buckridge et Alison Sparkridge. Bon, David Buckridge, plutôt, vous l'avez rencontré hier, je ne répétais pas sa bio, vous le connaissez, il est professeur à l'étude de santé publique et mondiale de l'Université McGill. Il dirige le laboratoire de surveillance et il conseille beaucoup de gens en transformation numérique en santé. Il est également chaire de recherche. Et le docteur Spalding est épidémiologiste spécialisé dans les maladies infectieuses, la préparation aux pandémies et la résistance aux microbes, et les conseillers principaux et chefs d'équipe au Centre national de recherche sur les vaccins du National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Elle dirige actuellement le programme PREMIS, qui vise à servir de véhicule transactionnel pour intégrer la découverte de l'immunité sérologique et cellulaire dans le développement de contre-mesures médicales. Donc, nous avons deux experts internationaux qui vont nous guider dans la discussion. Je vais demander à chacun d'entre vous de réfléchir pendant 5 minutes à haute voix avant que je n'enchaîne avec des questions. Merci beaucoup. David, merci beaucoup pour la présentation. Quelle excellente présentation. Il s'est passé tellement de choses pendant la pandémie. Ça a été un plaisir d'y participer, aussi bien dans mon travail avec l'équipe de Sales Tracker pour préparer les données, mais aussi pour essayer d'en tirer des conclusions. Et je vais parler un petit peu de cet angle, que c'était les défis et les possibilités. Un des défis était un défi qui n'était pas dissemblable par rapport à la situation au Canada, où nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de données. On en a parlé. Bon, les autorités responsables de l'approvisionnement essence. Bon, il y a eu la structuration des études, mais même l'administration et le moment où les études ont été faites étaient assez variables. Donc, il y a un défi opérationnel pour savoir comment combiner des données en temps réel ou le plus proche du temps réel possible. Mais aussi, la question se pose, comment combler les lacunes dans les données et comprendre la variabilité de la qualité d'une manière qui permette d'en tenir compte dans le processus d'analyse. Il n'y avait pas que les données directes de sérosurveillance, mais aussi les autres données dont on a besoin pour bien les interpréter, parce que les données de sérosurveillance
bon, il y a beaucoup de points d'interférence, mais la question se pose, qu'est-ce qui se passe-t-il au niveau de l'infection en tant que telle? Et dans beaucoup de pays où on a fait des enquêtes sérologiques, les capacités ont varié beaucoup. Des données étaient variables au niveau des hospitalisations et des décès. Il était très difficile de faire de la triangulation dans ce cas. Et je pense que le travail qui a été fait pendant la pandémie a été remarquable pour aligner les différents éléments. Mais beaucoup a été un peu improvisé en fonction de la situation. Et heureusement, c'est ce genre de partenariats qui vont être critiques euh, pour réunir les données, s'en servir efficacement et documenter les choses qui nous permettent de tirer des conclusions dont on a besoin. Je vais m'arrêter là pour, au niveau de mes propos euh, préliminaires, mais je pense qu'effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Toujours est-il qu'il reste beaucoup de choses à faire pour mieux documenter, tenir compte de la variabilité des données et en tenir compte pour pouvoir arriver aux conclusions dont on a besoin à l'échelle internationale. On a besoin d'une certaine certitude pour guider nos efforts. Merci, David. Allison? Oui, bonjour tout le monde. J'étais très content d'être là aussi. Une excellente journée. Et puis on a parlé de beaucoup d'activités. Bon, le programme Premise est tout à fait à propos parce que le Premise travaille du côté transactionnel. On utilise les données pour, bon, on ne travaille pas sur un pathogène en particulier, on a toute une liste de pathogènes, mais on priorise aussi en fonction de ce que nos partenaires, ce sur quoi nos partenaires travaillent. Et on veut mettre en mesure nos contre-mesures avec les partenaires dans les domaines où on pourrait obtenir, où les impacts de ces maladies sont les plus importants. On se sert donc de ces informations pour déterminer quel virus prioriser dans notre programme et quand on a des contre-mesures, comment les amener sur les sites des partenaires pour avoir organisé des essais cliniques chez les humains et transmettre tout aux endroits où on en a le plus besoin. Merci beaucoup. Bon, le docteur Van Kerkhove a parlé d'un certain nombre d'actions qu'il faut pour développer les capacités en surveillance. Que faut-il faire pour renforcer la science pour assurer ses fonctions en santé publique? Vous pouvez adopter l'ordre que vous voudrez. Oui, quelques aspects. D'abord, c'est d'avoir une bonne compréhension de la variation dans les essais, ce qui est mesuré et comment interpréter les résultats. On a vu des distinctions entre, par exemple, les échantillons tirés, les échantillons veineuses et les échantillons secs. Alors, c'est pas la même façon d'échantillonner avec le même essai. Il y a divers types d'échantillons. Et aussi, on a mal défini aussi les différences dans l'échantillonnage. Alors, je pense qu'il faudrait faire de la recherche fondamentale, ou plutôt de la recherche appliquée, je dirais, où on tente d'essayer de mieux discerner les différences entre ces essais sérologiques. Il faudra revenir au processus de développement des essais, si bien que quand on essaie de réunir ces informations-là sur un plan de la population, on peut mieux comprendre ce qu'on constate. Mais aussi, comment réunir tout ça et en faire un tout cohérent. Et il faut définir ce qu'on essaie d'en tirer aussi. CIPF et avec l'OMS, on a pris plusieurs estimations de sérosurveillance de diverses sources et on a fait une modélisation de ces estimations dans une série temporelle, une time series en anglais, et on essaie de comprendre ce qui se passe avec l'infection en tant que telle plutôt que la séroprévalence. Alors, on voit ces variants qui évoluent dans le temps. C'est difficile de tirer de cette série temporelle
de l'infection et de la sérologie des informations valables. La modélisation peut être très difficile à réaliser, mais il faut faire vite durant une pandémie. Mais tout de même, il y a eu des bonnes approches à cet égard, mais je pense qu'il reste encore de la place pour mettre en place un appareillage statistique qui va permettre de comprendre cette diversité dans les plateformes d'essai, dans la diversification des sources et des échantillons. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. La normalisation, c'est un élément clé dans ce qu'on veut faire, comprendre comment les échantillons ont été recueillis, quelle est la population concernée, et c'est important d'avoir un accès PBC pour comprendre qui a des échantillons déjà stockés, est-ce qu'ils ont des échantillons résiduels qu'on peut utiliser, est-ce qu'ils ont été traités, pour s'assurer qu'il y a une viabilité cellulaire. Mais avec Premise, notre projet, peut-être qu'on va prendre nos mesures de contre-développement pour arriver à des essais de phase 1, mais on cherche des partenaires internationaux pour ça. Donc, la capacité de faire des essais cliniques, pour nous, c'est de l'information, de savoir pour l'avancement de notre programme. Dr. Van Kerkhove, vous pouvez m'appeler Maria, merci beaucoup. Je suis d'accord avec tous les commentaires qui ont été énoncés. S'assurer de pouvoir faire avancer le travail dans plusieurs de ces aspects. Il y a des inconnus fondamentaux. On n'a pas de très bons essais sérologiques. Ça dépend du pathogène dont on parle, mais il faudra encore faire beaucoup de travail. Pour nous, c'est une question d'identifier les priorités et travailler à l'échelle mondiale à savoir qui peut faire quoi. On essaie de coordonner ces activités, si bien que, bon, il y a plusieurs avenues de recherche en cours en même temps. On ne veut pas faire de dédoublement, de chevauchement, mais que tout ça reste complémentaire. Et on fait ça par les partenariats qu'on a en place. Il y a des gens... On n'a pas de labo. Nous, on travaille avec des labos, mais ici, on n'a pas de labo chez nous. Et ce partenariat est fondé sur une confiance mutuelle longue et historique de collaboration. David, au sujet du Zero Tracker, ça a été une collaboration fantastique. Et c'est la visibilité et l'accessibilité de ces résultats qui est formidable avec les protocoles Unity. On a vu que ça démocratisait l'accès. C'est pas seulement les pays riches qui peuvent faire ce travail-là, tous les pays peuvent le faire. Et avec Zero Tracker, on peut visualiser la sérologie de plusieurs virus. Donc, je suis d'accord avec les commentaires qui ont été énoncés jusqu'à présent. Merci. Une dernière question, et je vais inviter les gens dans la salle aussi de prendre le micro pour leurs questions. Si vous voulez poser une question à nos conférencières, j'aimerais savoir une meilleure surveillance par la séroépidémiologie. Comment est-ce que ça pourrait mieux éclairer les décisions des politiques, les mesures à prendre en temps réel? Vous avez parlé de recherche et de croissance scientifique. Bon, d'accord, j'y vais. Je pense, je réfléchis à ça. Bon, ça va être différent suivant le pathogène auquel on pense. La sérosurveillance, c'est un élément du casse-tête, si on veut. Bon, dans toute activité de surveillance pour la santé publique, mais ça présente des actifs intéressants à cause de sa sensibilité au sein de la population et selon la stratégie d'échantillonnage, ça peut nous donner une impression assez claire, sans trop de biais de qui a été infecté. Mais il y a un délai pour ce qui est de la réponse des anticorps, pour ce qui est de la logistique, pour diffuser cette information-là au moment voulu. Et bon, les retards, les délais, ça c'est le mécanisme de signalement et d'établissement de rapport. Mais déjà, envoyer ces données à un dépôt central, c'est déjà un défi.
Mais comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations-là pour obtenir un effet maximal? Ben, c'est de combiner avec de l'apprentissage machine ou une modélisation, à savoir comment on pense que la sérosurveillance va varier par rapport aux autres indicateurs. Mais bon, il y avait par exemple les eaux usées, la génomique pour ce qui est des variants. Mais comment réunir toutes ces sources d'informations afin d'arriver aux conclusions qu'on vise, au savoir qu'on vise? Il y a eu du travail qui a été fait là-dessus. Il en reste beaucoup à faire, mais ça fait partie du puzzle parce que une fois qu'on a une notion de comment on pourrait faire ça, ça vient influencer notre pensée sur comment on peut mieux intégrer ces choses-là, où investir, et ainsi de suite, parce qu'on n'ira pas plus loin si on a des systèmes parallèles, indépendants, isolés, où on en tire de l'information, et tout ça se retrouve dans un seul dépôt, et puis après ça, on essaie de tirer des enseignements de ce qui tombe dans ce dépôt-là. Il faut mieux savoir comment exploiter notre compréhension de comment ces choses-là peuvent s'unir pour faire un tout cohérent. Il faudra trouver les bonnes plateformes. Il faudra voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à des décisions au moment voulu. Une autre chose, c'est que tout change. On a essayé de faire de la collaboration pour la modélisation conjointe avec la surveillance des eaux usées et puis la sérologie. Et on arrive à faire des prédictions assez intéressantes. Mais bon, Omicron est arrivé tout d'un coup et tout ça a changé, surtout avec les eaux usées. Donc, on a eu des surprises. Et ces modèles, cette approche dont je parle, ça comporte des défis, mais je pense qu'ils peuvent être surmontés avec plus d'expérience et plus de recherche aussi. Comme je le disais, nous, la nécessité en temps réel pour nous, c'est au premier plan dans notre travail, en se fondant sur la sérosurveillance et la séroépidémiologie. Nous, on ajuste nos stratégies directement. On a plusieurs virus, on a 6 en priorité, mais on peut changer ces priorités au fur et à mesure que les tendances se manifestent. Le Lassa, par exemple, c'était numéro 7 pour nous, mais dernièrement, avec l'éclosion récente, c'est devenu plus prioritaire et on concentre plus de notre travail dans ce domaine, le virus Lassa. Et on utilise cette information-là en temps réel pour changer nos priorités et diriger nos travaux. Je vois qu'il y aurait tellement d'applications pratiques pour la sérosurveillance, la séroprévalence. C'est un élément important du casse-tête. Moi, j'ai fait des études sur le terrain et on utilise la sérologie pour comprendre les schémas de transmission, les taux d'infection. Au début de n'importe quoi, c'est vraiment important qu'il s'agisse d'un pathogène connu ou non, ou un nouveau variant. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça affecte qui? C'est à quel point est-ce que la transmission s'est propagée? Mais tout au long de ma carrière, on a utilisé des études de séroprévalence avec des tests moléculaires pour mieux comprendre la transmission zoonotique selon le contexte. Rappelez-vous, au début de cette pandémie, un des paramètres principaux qu'on devait comprendre, c'était les taux d'attaque secondaire. On était obsédés au tout début parce qu'on ne comprenait pas à quel point ce virus s'était propagé. Ça n'avait pas été identifié et les gens étaient confinés chez eux et on ne comprenait pas la symptomologie, la période d'infection. Les taux d'attaque secondaire, c'était un paramètre vraiment important pour nous et ces études nous ont permis de comprendre ça plus rapidement. Mais le protocole, la normalisation devrait faire en sorte que c'est pas quelque chose d'isolé, c'est quelque chose qui doit être intégré et fait d'emblée dans le travail lorsqu'il y a un nouveau pathogène. Et c'est bien maintenant parce qu'il y a beaucoup plus de pays qui peuvent faire ce travail-là et c'est un investissement relativement minimal comparé aux grandes études d'envergure qui existent.
et la localisation du travail, l'utilisation des résultats pour diriger nos efforts à l'avenir. Oui, les méta-analyses, tout ça, c'est formidable, mais ce qu'on veut voir, c'est de l'action sur le plan local avec une information viable sur le plan local, pertinente. Je vais y revenir dans ma présentation, mais nous, on a toujours pensé que c'était une considération importante et ça fait partie d'une suite d'activités de surveillance qui doivent être intégrées et mises en place à l'avenir. Pour suivre là-dessus, que pensez-vous? Quelles sont les capacités essentielles pour pouvoir... quelle est la suite de surveillance qu'il faudrait mettre en place? Oui, c'est poursuivre ce que vous venez de dire. Alors, on passe à vous directement. Quelles sont les capacités essentielles sur le plan national pour ces pays? Pour ce qui est de la capacité, ce qu'on essaie de faire, et à savoir quelles capacités sont nécessaires, c'est pas pour éviter la question, mais on veut pas avoir des capacités simplement pour la séroprévalence, mais pour la surveillance aussi. Ça prend des bons systèmes de labo bien en place qui peuvent faire des tests moléculaires, des tests sérologiques. La sérologie, c'est pas aussi simple que les tests moléculaires. Ça dépend de l'essai. Et il y en a une grande variété. Et puis il y en a qui sont mal conçus. Il y en a là qui c'est vraiment là, presque une fiction. Là. Ça coûte pas cher, c'est facile d'accès, mais ça révèle rien du tout, ces essais-là. Et il y a des gouvernements qui ont acheté les tests sérologiques rapides parce qu'ils n'avaient pas accès au PCR. C'était mieux que rien, mais c'était pas utilisé pour détecter des cas et envoyer les patients en clinique. Donc, capacité, bon, d'avoir du personnel pour mettre en place et exécuter des études ou des intervenants au niveau communautaire, c'est critique, des bons systèmes de labo bien financés, bien dotés de personnel et d'équipement. Mais on ne veut pas que les labos non plus avec l'équipement qui ne sera pas utilisé. Il faut que ça soit utilisé à bon escient. Donc, nos capacités pour la surveillance, dont la sérosurveillance, souvent, ça commençait avec une maladie spécifique parce que l'argent venait de là. Il y avait de l'argent pour la grippe, de l'argent pour la COVID, et quand il n'y a plus de fric, ces activités cessent. Nous, on veut passer à des capacités pour les pathogènes qu'on connaît déjà, qui circulent, et ceux qui circulent mais qu'on n'a pas détectés encore. Alors, SARS-CoV-2, la demande faiblit. Alors, les tests en sérologie et les tests PCR, bon, la demande pour les autres pathogènes qui circulent devrait combler ce vide-là. Et des études de prévalence, il faut que ça fasse partie de ces applications, tout comme les eaux usées, les PCR et ainsi de suite. Donc, de notre point de vue, c'est plus large, plus général, plutôt que simplement des capacités spécifiques à la sérosurveillance. Et maintenant, est-ce qu'il y a des commentaires? David, vous avez été engagé ici sur le plan national et Maria parlait de l'importance de la rétention de capacités. Quelles seraient vos priorités là-dessus pour vous, de votre point de vue? Je pense que Maria a bien répondu. Il faut commencer là où les gens se trouvent et s'assurer de augmenter les capacités en surveillance de façon générale. Un domaine où on peut en ajouter, c'est l'infrastructure numérique pour soutenir tout ça. Il faut que ça fasse partie de nos réflexions au sujet de comment développer nos capacités en surveillance. Même au Canada, des fois, on voit des inégalités. Il y a beaucoup de différences entre les provinces et les territoires dans leur capacité d'analyser et de gérer les données tirées des enquêtes. Développer les capacités sur le terrain, c'est beaucoup une question de trouver les bonnes personnes, les former. L'infrastructure, c'est important,
Mais bon, il y a beaucoup de cette infrastructure qui peut être de source libre aussi, ou si vous avez les bonnes personnes, ces personnes-là peuvent faire ce travail-là. Mais il faut qu'il y ait un réseau avec des normes bien compris par tous les participants. Et pas seulement des données qui vont vers le haut pour être absorbées par un trou noir, que ce soit bon l'OMS ou la santé publique d'un pays. Il faut que ce soit plus horizontal, ces relations-là. Il faut utiliser les données pour un effet maximal sur le plan local, tout en communiquant ces données, les rendant disponibles aux autres, et tirer les informations des autres entités, des autres pays, ainsi de suite, pour mieux analyser les données locales. Donc, ça va prendre ces systèmes-là et ces logiciels-là et les gens qui peuvent s'en servir. Pour ce qui est de nos besoins, mettre en lien les données qui sont disponibles au niveau du patient et les échantillons, mettre ça en lien. Il faut savoir, est-ce que c'était les échantillons recueillis durant la phase à symptômes ou... Et nous, on travaille avec beaucoup de partenaires pour ce qui est de l'entreposage, l'acquisition d'échantillons. Est-ce qu'ils peuvent stocker sur les lieux? Et le protocole, bon, c'était quoi pour le traitement des échantillons? Et est-ce qu'ils peuvent ramener des gens? Est-ce que dans leur système, ils peuvent retracer ces personnes-là? Est-ce qu'on peut accéder à ces personnes-là et leur demander d'autres échantillons? Est-ce qu'on prend des questions posées en ligne? Alors, je vais passer à notre collègue qui est au micro. Je suis Léger Pinto du Laboratoire national aux États-Unis. Merci et félicitations pour Concise. Nous, on fait un travail similaire depuis 2016 sur le virus papillome humain et la standardisation sérologique. Et c'est important parce que ça a mené à un changement concret en santé publique. C'était le résultat de ces tests standardisés. Et ça fait que l'OMS a recommandé une dose de vaccin pour le VPH. Donc, la qualité au niveau inférieur des essais, ça c'est important. Il a fallu qu'on normalise les technologies. Pour ce qui est de Concise, quand on parle des capacités en labo, avez-vous un dépôt de réactifs normalisés qui correspondent à des normes non seulement internationales, mais nationales, donc des réactifs normalisés et la formation pour s'en servir, pour que les labos puissent augmenter leur capacité, mais avec un niveau de test normalisé? Bon, il y a plusieurs questions qui nous attendent, je pense. Nous allons poser les autres questions immédiatement et ensuite les membres du panel répondront. Bonjour Maria, j'ai l'impression de vous connaître parce que je vous observe là, dans les questions-réponses de l'OMS. Je suis anciennement coprésidente du groupe de travail et j'apprécie vos communications scientifiques. C'était formidable. Comment arrivez-vous à faire en sorte que les décideurs, les financiers, puissent accorder la valeur voulue aux enquêtes sérologiques, la prévalence dans le contexte des divers moyens de suivre une épidémie, comme les eaux usées, ainsi de suite? On a cette capacité, mais comment peut-on vendre ce qu'on a à vendre, nous, en sérosurveillance? Oui, Alison, on passera à vous, et ensuite David et Maria. Les gens pourront se préparer. Merci, c'est formidable de vous écouter. Je me demande, la normalisation et la collaboration, on parle beaucoup de normaliser, collaborer entre les instituts de santé publique et les universités. Quel autre effort pourrait être consenti pour engager davantage l'industrie et les entreprises technologiques pour qu'ils puissent, les réactifs et les autres produits qui sont nécessaires pour le processus, comment peut-on les encourager à s'intéresser à ce qu'on fait? Allison, ensuite David et ensuite Maria. Les questions ont trait à des dépôts pour des réactifs normalisés
Et la formation, comment peut-on faire reconnaître la valeur de ce qu'on veut mettre en place par les financiers et les décideurs? Et la dernière question avait trait à une collaboration intersectorielle, dont un engagement de la part de l'industrie. Je ne peux pas vous donner une bonne réponse claire à toutes ces questions-là. Ça fait partie de notre programme. Nous, on essaie de mettre en place nos contre-mesures médicales. On a des partenaires à l'industrie, mais c'est un grand problème parce que la plupart des virus qu'on cible comportent un marché commercial très limité ou aucun. Je pense que les deux autres collaborateurs auront plus à dire là-dessus que moi-même. Bon, l'argument de vente qu'on devra faire aux décideurs et aux bailleurs de fonds, c'est une bonne façon de réénoncer cette question-là, oui. Notre argument de vente, donc, moi je dirais c'est un ancre. Toutes les autres mesures, tous les autres indicateurs comportent des biais qu'on ne comprend pas pleinement, plus que la sérosurveillance. C'est pas qu'il n'y a pas d'éléments inconnus dans la sérosurveillance, mais quand l'Omicron est arrivé, la seule source d'information qui pouvait ressembler à une vérité quelconque, c'était la sérosurveillance. Et c'était un peu circonstanciel, les choses auraient pu se produire différemment, et au fur et à mesure que les variants se multipliaient, l'image est devenue plus claire. Mais pour venir au point d'ancrage, pour pouvoir avoir des modèles statistiques, des modèles conjoints, et on peut voir de façon analytique que c'est ça qui donne une stabilité qui nous permet de mieux indiquer les autres indicateurs, mieux comprendre les autres indicateurs qui évoluent avec le temps. Donc, c'est un point d'ancrage. C'est pas une panacée, c'est pas pour tout, mais il y a des cas d'utilisation très justifiables. Et comme disait Murray, il faut concevoir de ces choses-là comme des plateformes. Et c'est comme ça qu'on peut faire valoir la proposition de valeur ajoutée, parce que c'est pas pour une seule maladie. Ça peut marcher pour des maladies endémiques et des pathogènes ou des organismes émergents. Alors pour moi, c'est un point d'ancrage et il faut clarifier, si on veut, les cas d'utilisation potentiels pertinents. Première question, Concise n'est pas vraiment en opération en ce moment. On l'était, ensuite on a pris une pause, tout le monde est retourné dans son petit monde respectif, mais on veut le ramener. Mais on n'avait pas de labo. On a travaillé avec NBSC, mais l'OMS ne voulait pas accueillir ça. On n'a pas de labo qui peuvent accueillir quelque chose comme ça. Nous, on a des partenariats plutôt. Mais il faudrait voir comment on pourrait communiquer ces matériaux-là. Côté formation, on n'a pas développé de formation, mais on pourrait le faire. On a ce qu'on appelle Open WHO, l'OMS ouvert. Il y a beaucoup d'informations accessibles dans plusieurs langues. Je ne sais pas si on a quelque chose pour la sérologie, mais possiblement que oui. Mais c'est une bonne façon de disséminer certaines catégories d'informations. Comment vendre tout ça? Bonne question. Moi, je me trouve dans une drôle de position parce que on a connu cette grande pandémie, on est encore dans cette pandémie, mais on n'est pas au même niveau de crise. Et moi, là, avec les gens avec qui je travaille, tout le monde maintenant pense au changement climatique. La COVID, ça ne les intéresse plus. Et les changements climatiques, c'est important, ça nécessite l'information. Mais c'est comme si les gens disaient, on a été traumatisés par la COVID, ça suffit, on n'en parle plus. Et moi, je voulais m'assurer que ce qui a été fait n'est jamais perdu, qu'on continue à utiliser ce qui a été mis en place durant la pandémie COVID pour prévenir les pandémies postérieures. Mais on a vendu ça une étude à la fois. Dans chaque pays, on a fait ces études. Moi, ma formation était au Cambodge. Et tous les fois qu'il y avait un cas de H5N1,
on essayait de voir ce qui se passait pour essayer d'éclairer les efforts de maîtrise, de contrôle. Et ça a été fait sur le plan local. Notre travail a bien informé le ministère de Santé publique. Là-bas, leurs ressources étaient très limitées. Il fallait les utiliser au meilleur escient possible. Alors, on a fait ça au Qatar, en Arabie Saoudite, avec MERS, qui avait été identifié. Bon, ça venait des chameaux et des dromadaires. On est allé un problème à la fois, mais durant la pandémie, ça a vraiment décollé. Et durant le premier protocole, la transition au foyer, on a vu comment les pays pouvaient utiliser cette information. Travailler avec l'industrie maintenant, nous, on a des partenariats publics-privés, on vérifie les conflits d'intérêts éventuels. Donc, ce qu'on conseille aux membres États, il faut s'assurer que ces éventuels conflits d'intérêts puissent être considérés. Les gens me disent, il n'y a pas de marché pour tout ça. Pas de marché. On vient de passer 4 ans, 5 ans maintenant de pandémie d'un virus qui était nouveau, qui a affecté chaque personne sur la planète. L'industrie a fait des milliards avec la COVID et de revenir dire que quoi, il n'y a pas de marché pour faire un investissement, c'est de la connerie, ça. Je comprends que bon, c'est un événement qu'on vit peut-être une fois dans une vie humaine. Ce ne sera pas le cas, je pense, mais bon, c'est exceptionnel. Donc, il y a une valeur dans l'évaluation de tous ces pathogènes, les diagnostics, les schémas saisonniers, les tendances et le cycle de pandémie, d'éclosion. Non, il faut faire valoir la valeur de tout ce genre de travail. Il faut constamment le vendre. C'est toujours difficile, mais il y a beaucoup de... Je pense que la salle apprécie vos commentaires. Merci à vous trois pour ces observations. Vous avez parlé de l'importance d'avoir des capacités collaboratives et réseauter le pouvoir de la sérosurveillance comme plateforme, que ça peut faire partie des autres plateformes et leur importance critique, l'importance critique des méthodes, la standardisation des outils de mesure, des méthodologies, ainsi de suite. Aussi, j'ai entendu des commentaires au sujet de la recherche. C'est la recherche appliquée. Et David, vous avez surtout mentionné que c'était important de traiter de ces questions plus en amont, à savoir comment on mesure, comment combiner les données, comment normaliser tout ça. Alors, merci aux membres du panel et puis remercions-les un peu.